Depuis plus de 160 ans, le port de commerce de Brest avance avec son temps. Pensé sous Napoléon III pour soutenir l'économie industrielle naissante, il s'est agrandi, modernisé et transformé pour s'adapter aux grandes mutations économiques, sociales et technologiques. Aujourd'hui, alors que le monde fait face à des défis inédits, réchauffement climatique, transition énergétique, recomposition des échanges mondiaux, le port continue de se projeter. Il y répond en capitalisant sur ce qui fait sa force. Une histoire marquée par l'adaptation face aux coups du sort, un foncier capable d'accueillir de nouveaux projets et des savoir-faire portuaires qui se transmettent de génération en génération. Port industriel, port logistique, port durable. Brest s'inscrit dans la continuité d'un développement qui conjugue innovation et enracinement. C'est en misant sur un développement coopératif que le port trace son avenir. Un développement fondé sur la synergie entre les acteurs du territoire, mais aussi sur la coopération avec les autres grands ports de la façade atlantique. Ensemble, ils construisent des réponses collectives aux défis économiques, logistiques et écologiques d'aujourd'hui. Le développement des infrastructures de Brest s'est fait pas à pas, progressivement. Je dirais que ça a commencé il y a 160 ans, quand Napoléon III a décidé de construire ce port. Déjà à ce moment-là, on vient créer sur la mer un premier port de commerce. Et ensuite, progressivement, le port s'est développé pour venir s'adapter à l'évolution de la flotte. Napoléon III, après sa visite à Brest en 1858, prend un arrêté, un décret impérial le 24 août 1859 où il décide de la création d'un port de commerce et il précise que tout ce qui est à l'ouest de l'embouchure de la Pinfeld sera dévolu aux militaires, tout ce qui est à l'est sera dévolu aux civils. Et la première poldérisation donnera naissance à ce que le conseil municipal, de façon très habile, appelle dès le départ Port Napoléon. Et c'est ce port Napoléon qui, en 1865, est inauguré. Au cœur du XIXe siècle, la France s'industrialise à grande vitesse. Les territoires se modernisent, les lignes ferroviaires s'étendent et les ambitions économiques changent d'échelle. Dans cette transformation, Napoléon III porte un regard stratégique sur Brest. Ce qui caractérise cette période de Napoléon III, ce sont deux choses. L'une, la première, c'est l'empire colonial français qui exige des déplacements maritimes extrêmement importants. Et deuxièmement, c'est la naissance de ce géant que sont les États-Unis d'Amérique. À l'époque, la Méditerranée reste close. Le canal de Suez n'est pas encore ouvert. En 1865, avec l'arrivée du rail jusqu'à Brest, Napoléon III parie sur la ville comme futur carrefour maritime. Les denrées coloniales y convergent déjà et la ligne transatlantique avec New York incarne un potentiel stratégique tourné vers l'avenir. Et elle va exister pendant plusieurs années. Le problème, c'est que c'est une ligne transatlantique New York, Brest, Le Havre. Et donc, on gagne à peu près un jour en débarquant à Brest pour arriver à Paris par le train que si on débarque au Havre. Mais, dès l'époque, il y a un très fort lobby Le Havre, Rouen, Paris qui va finir par avoir la peau de Brest. Brest ne baisse pas pavillon. La modernité rattrape Brest et son port maritime. La voile cède place à la vapeur. La marine doit se transformer. Du bois, on passe à la cuirasse. On y débarque du fer, du charbon, de la houille. La ville s'étend. Il faut nourrir, loger, tout en maintenant le commerce de la rade et celui des îles.
Mais le grand tournant, ça va être l'arrivée des Américains en 1917. Les Américains vont faire de Brest leur grand port en Europe. Et comme toujours, avec les Américains, il y a une logistique énorme. Et donc, ils vont en particulier créer des lignes de chemin de fer, créer des quais, créer des hangars, etc. Et donc, ça suppose un commerce énorme. Donc, vous imaginez, certains mois, il débarque 120 000 personnes. Donc, il faut nourrir tous ces gens-là. Et ça provoque un accroissement formidable du trafic. Sauf que ça va retomber après la guerre, puisqu'on se retrouve très largement dominé. Alors nous, on est 4, un ouvrier mécanicien, un bosco, un chef mécanicien et un capitaine. Ça permet qu'ils soient 2 sur le pont et 2 en passerelle. Je pense que c'est bien que ça soit comme ça. En remorqueur portuaire, c'est aider les navires à se mettre à quai. On est aux ordres du capitaine du navire et du pilote au moment de la manœuvre. On passe soit des câbles pour l'aider à tourner, à venir se rapprocher du quai, à venir pas trop vite le long du quai, ou parfois on est simplement en pousseur sur le bateau. Chez Boluda, sur le port de Brest, on a 3 remorqueurs de puissance équivalente, 3 remorqueurs de 40 tonnes de traction. Donc là, on l'attend. Et quand il va être à notre niveau, on va essayer de le suivre sur son avant-bâbord le temps qu'il passe la remorque, et après on ira se mettre vraiment devant. Port de Brest, je pense que c'est pas un port très énorme, mais par contre, ça permet qu'on connaisse à peu près tous les acteurs. Il a un côté humain qui est assez important. Ça peut être un port refuge en cas de problème météo. Et il a un trafic assez diversifié, que ce soit agroalimentaire, réparation, containers, pétrole. Il a un côté très diversifié, les EMR qui sont en train de monter en puissance. Le Mistral 7, on est câblé devant, on allonge. L'avenir du port de Brest, on espère bien encore être là dans 50 ans, à faire du remorquage et ce qu'on aime faire. L'entre-deux-guerres marque un ralentissement, suivi à la fin de la Seconde Guerre mondiale de la destruction de la ville et de ses installations portuaires. Brest, fidèle à son histoire, se relève. Porté par de nouveaux projets commerciaux, le port retrouve progressivement sa place. Ici, on se retrousse les manches. La reconstruction est une évidence. Elle façonne l'identité de la ville et du port. Je voudrais citer 2-3 phases importantes dans ce développement qui font les atouts de Brest. D'abord, ça a été la décision de faire un pôle de réparation navale, décision qui a été prise d'abord dans les années 60 avec l'impulsion du général de Gaulle sur la nécessité de venir décloisonner la Bretagne en apportant de nouvelles industries, et qui a été renforcée par une décision importante avec l'inauguration de la forme 3, cette immense forme, 405 mètres de long, 80 mètres de large, la plus grande forme de la façade atlantique. Sauf que le choc pétrolier de 1979, avec l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir en Iran, va tout bouleverser, et on va pendant longtemps ironiser sur cette forme de radoub énorme que l'on continue à payer alors qu'elle ne sert à rien. Mais, de nouveau, Brest, qui n'a jamais baissé les bras, va repartir de l'avant, et on va aboutir à ce que j'appellerais une nouvelle phase où on redémarre vers des structures nouvelles. Brest se tourne vers de nouveaux marchés, cherchant à valoriser autrement ses métiers portuaires. Car les savoir-faire sont là, il ne reste qu'à leur ouvrir de nouveaux horizons. Navires méthaniers, plateformes pétrolières, bateaux de croisière, autant d'activités qui redonnent souffle aux cales et aux ateliers. On a à Brest des électriciens, des mécaniciens,
on garde cette capacité industrielle. C'est essentiel aujourd'hui pour une ville d'être effectivement capable de démontrer que sur le port, il y a plus de 2500 personnes qui sont encore capables de travailler principalement dans ces métiers secondaires. À l'époque où l'industrialisation de la France est un mot important, cette capacité, elle est essentielle. Et aujourd'hui, il faut qu'on la maintienne, qu'on la développe. Alors, je m'appelle Fabien Corolleur, j'habite à Ploirzel. Je suis au Lamanage depuis 2007, ça fait 18 ans. Et donc avant ça, j'étais marin-pêcheur, donc à la pêche, casier, filet. Et voilà, donc ça arrive ici après. Ici, la mission consiste à amarrer, désamarrer les bateaux de commerce donc, qui arrivent au port de Brest, qui en général font plus de 50 mètres. Les trois quarts du temps, ça peut jusqu'à 300, 320 mètres, on va dire. Par rapport à 2007, du coup, niveau effectif, ça a doublé. C'est dû au trafic qui a augmenté, au trafic. Et nous, on s'est diversifié aussi. On fait beaucoup de choses. On ne fait pas que amarrer, désamarrer les bateaux. On fait quelques petits remorquages portuaires avec des barges. On a des moyens nautiques. Donc, il faut du monde. Hein. Bah, le métier en lui-même, c'est le même, hein, ça reste la même chose. Hein. Après, bon, on a quand même mis les moyens nécessaires par rapport aux tailles de bateaux qu'il y a maintenant, qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire, nous, on a des pick-up pour tirer dessus. Donc, on essaye d'évoluer dans le bon sens aussi, et que ce soit moins pénible pour les uns et pour les autres. Quoi. On essaie d'aller tous dans le même sens et c'est pour le bien de tout le monde. Donc il n'y a pas d'intérêt que chacun fasse son trafic de son côté. Donc on travaille les uns pour les autres et voilà, on s'arrange quand il faut s'arranger. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On est également en charge de ce qu'on appelle les silos portuaires, qui est une activité qui est importante, puisque c'est celle qui nous permet de venir faire transiter l'ensemble des graines qui arrivent. C'est quand même un trafic important, 800 000 tonnes hein, par an dans ce domaine-là. Et du coup, on utilise des bandes transporteuses, on utilise des tapis pour pouvoir transporter directement l'ensemble de ces graines des bateaux jusqu'au magasin. Alors au début des années 80, le port de Brest faisait à peu près 2 millions de tonnes. La stratégie, c'était d'augmenter le trafic. Hein. Le défi, c'était de construire ce qui était prévu. Et pour ça, on a construit 2 magasins qui étaient reliés directement au quai par des tapis. Il y avait un tapis qui existait, qui était celui qui reliait l'usine Cargill. C'est après qu'il y a eu tout le système, ce qui augmentait la capacité, la rapidité de déchargement. Et aujourd'hui, on dépasse les 3,5 millions. L'autre point, c'est cette décision qui a été prise dans les années 2000 de venir faire un terminal porte-containers. Ce qu'on a cherché à faire aussi, c'est à faire une transition vers les conteneurs. Hein, les exportations de poulets qui se faisaient avant par carton, elles se font maintenant par conteneurs sur l'Arabie Saoudite. Alors ça veut dire quoi un terminal porte-containers? Ça veut dire avoir décidé de mettre une zone de protection adaptée, d'avoir aussi mis en place des prises électriques, d'avoir acheté des outils adaptés, d'avoir travaillé avec AMB, la société Kuhn, pour pouvoir mettre en place une cohérence entre la manutention et les outils portuaires pour apporter un service de containers et du coup pouvoir effectivement passer de cette époque de la palette à l'époque des containers. Aujourd'hui, nous sommes le seul port non national à avoir un terminal container. Parmi les difficultés qu'a rencontré Brest, beaucoup viennent en fait des autorités parisiennes, par exemple, à certains moments des difficultés pour convaincre l'Europe, mais on a aussi eu des difficultés internes, y compris à la Bretagne. On a essayé de faire venir des ferries, mais on s'est opposé
aux politiques et à M. Gourvenec à l'époque. Alexis Gourvenec, qui est à l'origine de la Britannie Ferries, donc qui a accompli des œuvres gigantesques, a pris à partie directement un Premier ministre, Édouard Balladur en l'occurrence, et lui a dit « il n'y aura pas de plateforme ro-ro à Brest ». Ils sont opposés tous les deux contre l'intérêt de la région. Parce que l'intérêt pour la région, ça aurait été que justement ça se développe, et ils l'ont empêché. Ça a bloqué. Mais en mettant un peu d'huile dans les rouages, tout cela s'est arrangé et aujourd'hui Brest a sa plateforme ro-ro. Depuis sa construction en 1865, le port de Brest a constamment su s'adapter aux bouleversements de son époque. Lobbying, guerre, crise économique ou énergétique. Cette robustesse s'inscrit à travers une transmission assumée entre les différentes présidences du port. Aujourd'hui, la transition énergétique et les défis climatiques dessinent une nouvelle trajectoire. Dans les infrastructures, évidemment, ensuite, la plus remarquable de ces dernières années, c'est la création du polder dédié aux énergies marines renouvelables. On avait gardé avec M. Gourtet ce qu'on appelait une réserve foncière, 32 hectares, si ma mémoire est bonne, d'espaces disponibles qui ont été aménagés par morceaux aux énergies renouvelables. C'est aujourd'hui une chance énorme de pouvoir bénéficier de 40 hectares, quasiment 50 terrains de foot, pour donner un peu une image de ce que ça représente, uniquement dédiés au développement de ces nouvelles industries de décarbonation et particulièrement des énergies marines renouvelables. Et ça nous donne une position unique parmi les ports français et étrangers, logistique, industrielle, énergie. La mission des pilotes maritimes est de guider les navires dans leurs manœuvres d'accostage et de départ du port de Brest. On pourrait faire la comparaison avec le chef d'orchestre puisqu'on coordonne tous les services portuaires qui travaillent avec nous, donc en particulier le remorquage et le lamanage, pour faire en sorte d'avoir une manœuvre le plus safe possible pour aller à quai. Les pilotes maritimes accueillent les navires et sont les premiers intervenants sur son navire et ont donc une image du port de Brest à apporter dans le sérieux et la sérénité avant la manœuvre et qui va être la première image qu'ils auront du port. C'est un rôle important des pilotes maritimes que d'apporter cette confiance dans le port en général avec ce premier contact avec le commandant. Le port de Brest, pour nous, est vraiment très intéressant du fait de la diversité des activités et des navires que l'on peut y recevoir. Donc aussi bien des navires de réparation navale que des navires de recherche scientifique qui font une approche pour nous qui est très différente avec des nationalités différentes, des types de bateaux différents. Qui apporte vraiment une richesse à notre métier. Appuyé sur son histoire et ses savoir-faire techniques, le port développe une culture d'endurance, de résilience et d'adaptation. En un mot, de robustesse. Un socle solide pour affronter les enjeux du XXIe siècle. Résilience climatique, s'adapter aux mutations des transitions, ce sont nos deux maîtres mots pour pouvoir réussir ces mutations. Et pour ça, on s'appuie sur 3 atouts. Le premier atout, c'est d'abord que l'on est inscrit à ce qu'on appelle le RTET. Alors, ça veut dire qu'on fait partie des hubs européens reconnus dans le domaine de la logistique. On fait partie du corridor atlantique. Et à ce titre-là, on a la capacité de venir dire à l'Europe, aujourd'hui, Brest est une pièce maîtresse de la logistique européenne, et donc il est important de pouvoir se renforcer. Notre deuxième atout, c'est qu'on a des acteurs industriels solides. Réparation navale, Binge avec tout ce qui est agroalimentaire, les containers. On a aujourd'hui un socle d'activités qui fonctionne pour les 10-15 ans. On est sûr de nous, on sait ce qu'on va faire. Et puis le troisième point important, c'est notre foncier. Évidemment, le polder, on a 200 hectares
200 hectares sur lesquels on a encore de la place disponible, que ce soit pour mettre en place des enjeux logistiques ou pour effectivement développer les énergies marines renouvelables. Depuis le Second Empire, Brest a toujours été pensé comme un port stratégique tourné vers l'ailleurs. Longtemps en quête de grandeur face aux grandes puissances maritimes, il a vu ses ambitions se heurter aux limites de sa taille. Brest a toujours eu contre elle des moments difficiles, et en particulier, il faut bien le dire, pendant longtemps, Paris n'a pas aidé. Mais cette dynamique locale a constamment su rebondir, même aux moments les plus difficiles, pour aller de l'avant, et c'est ce que l'on continue à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, cette échelle devient un atout, car l'avenir ne se joue plus dans la course à la démesure, mais dans l'intelligence des alliances. Aujourd'hui, il est important de se rendre compte qu'on doit travailler avec les autres ports. Sur les énergies marines renouvelables, par exemple, pour pouvoir juste gérer l'ensemble des activités des énergies marines renouvelables, il faudrait quasiment 1000 terrains de football occupés uniquement pour cette activité-là. Donc on voit qu'on ne peut pas le faire dans un seul port. Il faut qu'on travaille ensemble. Oui, bien pris pour le 7 à larguer une fois la 3e tendue. En coopérant, plus qu'en rivalisant avec les autres ports, Brest s'inscrit dans une nouvelle ère, celle des réseaux, de la transition écologique et des territoires solidaires. Ces 160 ans me donnent beaucoup d'humilité au fait. Il y a plusieurs étapes qui ont été menées pour permettre à ce port de se développer. Avec le pôle d'air des EMR, avec la décarbonation, on vient créer une nouvelle étape, mais il faut surtout s'inscrire dans la durée. Et j'aimerais bien que dans 160 ans, on puisse avoir encore d'autres pôles d'air, encore d'autres activités qui auraient été se développer pendant l'ensemble des 150 ans ou 160 ans que le port doit encore continuer à vivre.